Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voilà réunis pour une nouvelle vidéo. Enfin, je peux faire ma vidéo sur mon voyage en Mongolie qui a été retardé pour X raisons. J'ai eu quelques événements dans ma vie qui m'a un peu retardé, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Voilà, hop, un petit coup de Palo Santo parce que j'adore le Palo Santo. Je trouve que ça m'ouvre l'esprit et ça me fait du bien et ça équilibre les énergies de l'environnement. Je me suis préparé des questions. Après, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sous la vidéo, il n'y a aucun problème. Je me suis fait un petit café turc également avec la tasse que ma meilleure amie m'a offerte. Donc, introduction. Qu'est-ce qui m'a donné envie de partir en Mongolie? La Mongolie, ça fait depuis mon enfance en fait. Ça fait depuis... quand je dis mon enfance, ça va être plutôt l'adolescence, quand ma spiritualité s'est éveillée, s'est réveillée. Donc du coup, je faisais beaucoup de recherches sur la Mongolie. Après, mon papa regardait beaucoup de documentaires, de reportages sur la Mongolie, enfin sur Arte et tout, quand il y en avait, bien évidemment, parce qu'avant, dans les années 90, il n'y avait pas Internet, et voilà, on faisait avec les moyens du bord. Et je lisais beaucoup aussi... avant c'était le CDI au collège, ou à la bibliothèque, je lisais beaucoup de livres sur la Mongolie, les pays turquiques, on va dire. Voilà. Donc c'est un rêve qui est là depuis bien longtemps et qui a été réalisé cette année au mois de mai. Est-ce que ce voyage a été préparé à l'avance? Oui et non. C'est un voyage qui a été fait vraiment je crois qu'en espace de 3 mois. Ouais. Oui, exactement. Je crois que ça a mis entre 3 et 6 mois. En fait, sur Instagram, j'ai fait la connaissance de quelqu'un qui était intéressé par tout ce qui est le chamanisme, tous les événements liés au chamanisme, tous les événements liés aux rituels, aux événements turcs. Et du coup, j'ai partagé sa vidéo. Du coup, donc après, on a pris contact rapidement et il connaissait quelqu'un en Mongolie. Donc du coup, je lui ai dit pourquoi ne pas faire un voyage organisé en Mongolie. Il m'a dit, et du coup, ça s'est développé comme ça. Alors, le voyage en lui-même, comment s'est déroulé le trajet jusqu'en Mongolie? Je vous explique. Donc, du coup, moi, j'ai fait Bordeaux-Istanbul, donc ça a duré 3 heures. Et j'ai fait Istanbul-Mongolie qui a duré 9 heures. Donc, du coup, ça m'a fait 12 heures de vol, environ 12-13 heures de vol. Oui, 12-13 heures de vol. On m'a conseillé de mettre des bas de contention parce que c'était mon premier vol long que je faisais. Personnellement, moi, ça m'a pas... Bon, je l'ai fait à l'aller, mais au retour, je n'ai pas mis mes bas de contention. Et du coup, on est arrivé en Mongolie au petit matin, sur les coups de 5-6 heures. Voilà. Quelle a été ma première impression à l'arrivée? On a été super bien accueillis par nos guides. Et du coup, donc, ils nous ont ramenés à notre premier point pour nous reposer, pouvoir visiter déjà la capitale, Ulaanbaatar. Du coup, on a commencé par Ulaanbaatar. Ça a été la première visite qu'on a fait. On est resté 3-4 jours à Ulaanbaatar. Après, on est parti dans les steppes. Est-ce que j'ai voyagé seule ou est-ce que j'ai voyagé accompagnée? Non, j'ai voyagé... en fait, c'était un petit groupe. Au début, on était 10. Après, le groupe s'est réduit parce qu'il y a eu des changements de programme pour certains. Du coup, on s'est retrouvés 1, 2, 3, 4, 5. On s'est retrouvés 5. Avec le guide, ça faisait 6. Voilà, on était 6 au total. Voilà. Ensuite... paysage et nature. Qu'est-ce qui m'a plus plu et plus marqué dans les paysages en Mongolie? C'est les steppes. Et bien évidemment, dans la description, je marquerai les villes où on a été hébergé, où on a visité également. Les steppes. Les steppes, vraiment la vie nomade, c'est ça le plus qui m'a
le plus marqué, le plus émerveillé, on va dire. Et ça m'a ressourcée, je me suis connectée avec la nature, je me suis connectée avec mes ancêtres. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était de visiter les monuments historiques turcs, les anciens Turcs, les Balbals. C'était un peuple qui s'appelait les Balbals. Et ça a été vraiment magique. Voilà. Est-ce que j'ai vu des steppes, des déserts et des montagnes? Oui, bien sûr. Donc, dans lesquelles villes et régions? Un instant. Hop, j'avais pris... Donc, alors, je vais faire un par un. Du coup, le désert. Le désert, c'était une réserve naturelle. C'était Elsen Tasargay et c'était la réserve naturelle de Knugnu Tarna. Je l'écrirai en description parce qu'en fait peut-être que je ne dis pas bien l'orthographe. Et du coup on a dormi dans des yourtes dans cette réserve naturelle et on a fait voyage en chameau qui m'a fait très mal au cœur. Du coup j'ai remercié le chameau à la fin parce que c'était... Après personnellement je trouve qu'ils étaient super bien entretenus, ils sont hyper... les guides, les personnes qui nous ont fait visiter le désert, la réserve naturelle, des gens adorables, des gens qui prennent soin des animaux et tout, vraiment, j'ai rien à dire pour ça. Après, en suivant, on est parti, donc, je voudrais juste retrouver, bon, je vais le mettre en description parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je vais revenir sur mes questions. Je mettrai tout en description. Donc du coup, quelle région m'a plus touchée? C'est le désert qui m'a beaucoup touchée. Je vous assure. Enfin, il y a un calme, mais ça peut pas s'expliquer. En fait, il faut vraiment vivre cette atmosphère, cette énergie. Cette sensation de tout ce que j'ai pu vivre à ce moment-là. Le désert, c'est l'endroit le plus qui m'a marqué. Après, le lendemain, on est parti sur d'autres lieux d'hébergement nomades. On est resté aussi dans la vallée d'Orhun. Et là, en fait, c'est vaste, c'est vert à l'infini. Par exemple, le voisin, il est dans l'autre montagne, quoi. C'est impressionnant. Et pour eux, le moyen de locomotion le plus facile, ça va être plus les motos. Ils sont beaucoup à 2 roues. Voilà. Du coup, est-ce que j'ai rencontré des nomades? Bien sûr que oui. J'ai rencontré des familles nomades. Ça s'est super bien passé. Ils ont ouvert leur yourte et tout, leur maison. Ils nous ont bien accueillis. On a très bien... On a été très bien accueillis et très bien mangé. Après, il faut bien évidemment aimer la viande séchée. Ils cuisinent beaucoup à la viande séchée. Je bois un coup de café. Du coup, beaucoup de viande séchée, beaucoup de bouillon également. Des pâtes comme des nouilles. Ça ressemble à des tagliatelles, mais c'est coupé en petits morceaux. Chez nous, ils disent erişte. Et du coup, c'est beaucoup cuit à la vapeur également, mais beaucoup de viande. Donc pour les végétariens, c'est un peu compliqué. Et en viande, ça va être viande de bœuf, cheval, mouton, chèvre. Et ce qui est impressionnant, c'est que là-bas, le mouton ne sent pas, alors qu'en France, le mouton sent. La vie dans une yourte. La vie dans une yourte, c'est le plus simple possible. Donc on avait des lits. Moi j'aurais préféré dormir par terre, mais c'était pas possible. Peut-être à un prochain voyage, peut-être en Kazakhstan ou en Kirghizistan, je ne sais pas. Et du coup, il y a plusieurs. Je vais essayer de mettre une vidéo si je suis professionnelle par-dessus pour vous montrer. Donc du coup, vous avez plusieurs lits. Et au milieu, au centre, en fait, vous avez un poêle à bois. C'est le strict minimum. Vous avez un petit robinet avec un réservoir d'eau. C'est vous qui le remplissez pour vous laver les mains ou le visage. Et puis c'est tout. C'est tout ce que vous avez. Voilà. Du coup, y a-t-il eu des traditions, des rituels qui ont été marqués? Oui.
Je ne savais pas qu'en Mongolie, le chamanisme était très 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 développé. Je savais que c'était développé, mais bien évidemment, il y a d'autres religions. Et en fait, dans tout le secteur des montagnes, en fait, tout ce qui est montagneux, il y a des ovos. Les ovos, en fait, ça va être une pile de pierres. Et au milieu, donc, ils mettent un tronc. Et là, en fait, vous faites ils ont la Mongolie, j'arrive même plus à parler. La Mongolie, ils ont donc ce qui représente la Mongolie, c'est des châles bleus. En fait, ça veut dire Gok Tengri, ça veut dire le dieu du ciel. Voilà. Et du coup, ben, vous pouvez mettre, je sais pas, vous pouvez mettre un voile bleu et faire des vœux. Du coup, il faut tourner. Donc, il faut prendre une pierre dans ses mains, ce que j'ai vu que le guide faisait. Donc, pour faire des prières, vous tournez 3 fois, vous jetez une pierre. Donc, 2 fois, vous rejetez une deuxième pierre. Troisième fois, vous rejetez une troisième pierre. Et du coup, vous faites des vœux, des prières pour remercier la mère nature, pour remercier de nous avoir accueillis. Voilà. Ah oui, et il y a aussi le bouddhisme. Le bouddhisme, ça fait pas très très longtemps, je crois que c'est 600 ans, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi le bouddhisme qui est très présent en Mongolie. Dans les traditions, ce qui m'a le plus marqué, dans les traditions, j'ai pas vu beaucoup de choses par rapport aux traditions, mais les rituels, j'ai vu cette fameuse prière qui a été faite autour des ovos. Comment j'ai perçu la spiritualité en Mongolie? Très peu. Après, ils sont très nature, très simples. Ils sont beaucoup dans la simplicité. Par contre, on est parti voir un chaman. Et là, j'ai vu que oui, ils étaient beaucoup liés aux croyances chamaniques. Et quand on est parti visiter les temples bouddhistes, j'ai vu beaucoup de personnes qui priaient également. Donc je pense que oui, ils sont très attachés à leur tradition, à leur culture, tradition, leurs croyances et leur religion. Voilà. Qu'est-ce qui m'a marqué, c'est les rituels que le chaman faisait. Ça m'a beaucoup marqué. Du coup, ça m'a éclairé que, en fait, on est tous différents dans tout pays par rapport au chamanisme. Après, moi, je suis chamane, mais turc chamane. Nous, c'est vraiment des rituels différents. Et ça m'a permis, en fait, ça m'a éclairé sur plein de choses en disant, en fait, oui, il a raison qui fait tous ces rituels. Et en plus de ça, tous les rituels qu'il fait, c'est lié à la nature. En fait, il va jamais faire quelque chose qui est hors nature. Donc, ça va être beaucoup des branches d'arbres. Ça va être beaucoup ça va être des coquillages. Le café turc avec la poudre, waouh! Comme si je connaissais pas. Et ça va être de l'eau. Et par contre, en fait, quand il va soigner quelqu'un, ce qui est impressionnant, c'est que il fait des offrandes donc à ses guides et pour soigner la personne, il se sert de la vodka. En fait, c'est comme s'il faisait des offrandes, donc il fait donc vodka, du lait également. Donc quand vous partez pour un soin, vous devez ramener de la vodka et du lait. Voilà, c'est... Ah oui, et des cigarettes également. Je sais pas, pendant son rituel, il fumait. Voilà. Donc, je continue. La nourriture et la vie quotidienne. Qu'est-ce que j'ai mangé sur place? Les plats typiques. Je trouve qu'il y avait certains plats qui ressemblaient à des plats turcs, comme les beignets salés. Nous, en fait, on a des beignets qu'on fait frire et que après par-dessus, vous pouvez mettre de la confiture, du Nutella, tout ce que vous souhaitez. Ils mangent beaucoup ça, mais ils mangent ça avec des sauces. Beaucoup de viande en sauce, beaucoup de viande séchée surtout. Ils boivent beaucoup de thé, mais donc c'est le fameux thé salé qu'ils boivent. Et en fait, vous en trouvez partout, dans tous les restaurants, vous en trouvez. La cuisine européenne, elle est pas du tout présente, mais vraiment pas du tout présente. C'est beaucoup la cuisine
la cuisine mongolienne qui est présente. Et ils sont... j'ai senti aussi l'énergie coréenne qui était là, parce qu'en fait, la Mongolie, en fait, c'est un pays qui se base beaucoup sur la Corée. Ils aiment beaucoup les traditions coréennes, donc du coup, c'est beaucoup basé aussi sur la Corée. Je vous marquerai en description les plats typiques qu'on a mangés également, parce que je n'ai pas le souvenir des noms. Est-ce que j'ai eu des expériences insolites ou inattendues, climatiques, culinaires, culturelles? Pas du tout. La seule chose qui m'a surpris, c'est que on s'est arrêté dans une station essence pour... donc le chauffeur devait faire le plein, du coup non, on s'est posé pour prendre un café. Et ah oui, en parlant de café, c'est très compliqué de trouver du café espresso. Ils boivent beaucoup de Nescafé. C'est impressionnant. Partout où vous allez, c'est du Nescafé et de la poudre de lait. C'est impressionnant. Pour eux, le café, c'est ça en fait. Mais sinon, ah oui, donc du coup, on s'est arrêté à la station essence et tout. Donc le chauffeur a fait son plein. Nous, on a acheté certaines choses. Moi, j'ai acheté des choses que je connaissais pas. Et du coup, l'argent Mall, c'est du Turic. Mais moi, je ne connais pas du tout, donc je connaissais pas, j'avais pas la notion, donc je cherchais. Et le client qui était derrière moi, il a dit au caissier, là-dedans, c'est bon, je lui offre et tout. Et puis en fait, notre guide nous a dit que c'était guide de courtoisie et de respect, en fait. C'est que l'homme paye pour quelqu'un d'autre, donc surtout pour les femmes. Ensuite, est-ce qu'il y a eu quelque chose de difficile à vivre ou des défis personnels durant ce voyage? Moi, j'en ai pas eu personnellement. J'arrive à m'adapter et j'adore ce côté un peu aventure, sauvage, voilà. Par contre, pour les personnes qui sont vraiment maniaques, qui veulent se laver tous les jours et tout, c'est un peu chaud parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que chez les nomades, vous n'avez pas de douche. Donc du coup, vous faites le strict minimum, vous lavez le visage, vous brossez les dents, voilà, vous faites la toilette vraiment au strict minimum. Peut-être les toilettes, moi ça m'a pas dérangé parce que je suis habituée depuis que je suis petite, quand je partais en Turquie, dans notre petit village, c'était les toilettes, les anciennes toilettes dans la terre. Du coup, moi je n'ai vraiment pas eu d'expérience difficile. Je m'adapte très facilement en fait. Donc ça. Donc du coup, expérience personnelle et spirituelle. Quel a été mon impact sur moi, sur mon expérience personnelle et spirituelle? En fait, spirituellement, moi ça m'a ouvert des portes spirituelles, ça m'a changé mon énergie parce qu'en fait, moi ce que j'ai voulu faire pendant ce voyage qui m'a duré une dizaine de jours, j'ai voulu me couper des réseaux. D'ailleurs, je n'ai pas pris de carte SIM là-bas, j'ai pas pris d'internet. J'ai juste voulu utiliser le strict minimum. Quand j'avais de la Wi-Fi, j'utilisais la Wi-Fi, ça s'arrêtait à là. Et c'était très très bien comme ça, parce que mon but c'était vraiment de me couper de tout ça pour me connecter vraiment à 1000% à la Mongolie. Et coucou toi, ça va mon fils? Du coup, du coup, la rencontre avec ce chaman, ça m'a permis d'ouvrir ces portes spirituelles, de m'élever en spiritualité et de vraiment me connecter à mon âme et à mon cœur et savoir vraiment ce que je voulais par la suite à mon retour en France. Est-ce que j'ai eu des moments d'éveil, de guérison? Bien évidemment que j'en ai eu, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Ça m'a beaucoup remis en question par rapport à la vie qu'on a en France et que là-bas, ils vivent vraiment à la simplicité et comme si, en fait, là-bas, c'est comme si vous étiez dans les années 90, voilà, tout simplement. Et je trouve ça bien qu'ils vivent dans la simplicité et loin de toutes ces choses qui sont futiles et qui sont matérielles. Je reviens savoir, pour vous dire si j'ai vécu quelque chose d'insolite. Oui, j'ai oublié de vous parler de ça. En Mongolie, il n'y a pas de taxi. En fait, c'est très simple. Les taxis, c'est que vous vous mettez en bord de trottoir et vous mettez votre main et puis vous attendez qu'un chauffeur s'arrête. Ça peut être n'importe qui. Du coup, vous montrez votre trajet
il vous dit, ben, ok, donc il vous prend ou il prend le groupe et puis vous partez tous ensemble. Et du coup, arrivé à l'itinéraire, c'est là que en fait, c'est vous qui dites, voilà, moi j'ai que 20 touriques et c'est négociation en fait. Et je trouve ça vraiment bien, je trouve ça vraiment top, c'est très très bien. Comme ça, tout le monde trouve son compte, quoi. Qu'est-ce que j'ai senti entre ce voyage et mon chemin chamanique ou énergétique? Beaucoup de choses parce qu'en fait ce pays m'appelait depuis longtemps et je j'avais pas l'occasion de pouvoir y aller et ça a été vraiment l'occasion, mais vraiment la meilleure des occasions. Et bien évidemment que en fait quand vous voulez vraiment quelque chose, ça se réalise et ça m'a beaucoup ouvert spirituellement et ça m'a changé mes énergies. Je sais ce que je veux. Je m'attarde plus sur les problèmes de la vie et je suis vraiment centrée sur moi et j'ai fait un énorme tri personnel, voilà. Et je trouve que oui, ça m'a vraiment rééquilibré mes énergies et je sais très bien que je suis une vraie chamane. Fufu la chamane pour les pour les plus amicales. Je sais vraiment confirmer, ça c'est sûr. Donc, conclusion et conseil, qu'est-ce que je retiens de ce voyage aujourd'hui? C'est que pour moi, il faut se lancer. S'il y a un pays qui vous attire, il faut y aller parce que c'est hyper important de s'écouter et de pouvoir y aller parce qu'en fait, si un pays vous appelle ou si une ville vous appelle, c'est qu'il y a quelque chose qui vous attend là-bas. Voilà, tout simplement. Quel conseil je donnerais à quelqu'un qui rêve de visiter la Mongolie? De bien préparer son voyage, d'avoir des connaissances en Mongolie parce que vous pouvez vous retrouver avec des surprises. Parce qu'en fait, là-bas, il n'y a pas de cours d'argent, comment dire. Je sais pas, en fait, vous allez vous mettre au point. Enfin, admettons, vous allez vous dire, voilà, je sais pas, je vais dire un nom vraiment quelconque, je vais dire, voilà, il s'appelle X, vous mettez au point quelque chose, vous dites, voilà, nous on veut venir 10 jours en Mongolie, ça revient à combien par personne? Il va vous dire un prix, il va dire, voilà, 6 500 €. Vous allez arriver là-bas, il va dire, ah non, il y a 100 en plus, il y a 100 en plus, il y a 100 en plus, donc le mieux, c'est de connaître quelqu'un en Mongolie. D'ailleurs, j'ai un projet avec la Mongolie, c'est organiser des voyages en Mongolie. Bien évidemment, en fait, je vais proposer 2 voyages. Ça, j'en parlerai plus tard. Mais vraiment, oui, bien organiser le voyage en Mongolie, bien prendre le pour et le contre. Et franchement, la période où on est parti au mois de mai, c'était la meilleure des périodes pour moi, je trouve. Il n'y avait pas beaucoup de touristes. Et en fait, c'était vers la fin que les touristes commençaient à venir et je trouvais ça super bien. Est-ce que je repartirai en Mongolie? Oui, bien évidemment que je repartirai en Mongolie, mais j'ai d'autres pays que je veux visiter comme le Kirghizistan, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, tous ces pays-là, j'ai envie de les visiter. Qu'est-ce que je... Donc en phrase finale, donc là je vais conclure, c'est la conclusion et les conseils. Moi, je recommande à tout le monde, à toutes les personnes qui veulent visiter la Mongolie, d'y partir. Mais n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou sur YouTube pour avoir des conseils. Parce que, en fait, là-bas, si vous, vraiment, mais vraiment, j'insiste vraiment sur le mot, si vous ne connaissez pas quelqu'un en Mongolie, c'est chaud. C'est vraiment chaud parce qu'en fait, c'est particulier en fait. Les gens là-bas, ils sont bienveillants, mais il faut faire très très attention. Il faut vraiment partir préparé, il faut vraiment, si vous ne le sentez pas, partez avec un voyage organisé, mais il faut vraiment des contacts en Mongolie, ça c'est sûr et certain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter. Ah oui, je reviens sur les lieux qu'on a visités. Il y a un lac, c'est le lac de Ogi. Personnellement, si vous faites un voyage organisé et que vous partez en Mongolie, surtout ne partez pas au lac, enfin partez au lac de Ogi, visitez, mais ne restez pas dormir là-bas parce qu'en fait c'est bourré de mouches et de moustiques. C'est impressionnant, c'est une invention, je pense que c'est dû au lac.
c'est de l'eau stagnante. Donc du coup, mon conseil c'est restez, visitez, mais ne restez pas dormir là-bas parce que c'est pas possible. Voilà, enfin j'ai réussi à faire cette vidéo qui me portait à cœur. Je vous envoie plein de lumière et de gratitude et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.